Alors, bonjour tout le monde et maintenant on va faire la correction de l'examen de automne 2022. Alors, en 2022, je pense que c'était la compagnie Intel qui était notre compagnie. Si je peux juste dire une petite note sur Intel, quand j'ai créé l'examen, à l'époque, Intel, c'est des microprocesseurs. Puis il y a tout le temps eu deux compagnies il y a toute une histoire derrière ça. C'est comme la guerre entre Coke et Pepsi. Intel et Advanced Micro Devices, AMD. Ces deux compagnies-là, c'est tout le temps la compétition féroce, mais maintenant, il y a un nouveau joueur qui est venu sur le marché, Nvidia, qui est devenu le gros joueur. Intel prend un peu plus de recul. Mais l'affaire, c'est que Intel, c'était une de ces compagnies-là qu'on appelle des blue chips. Ça faisait 25 ans qu'ils n'ont pas coupé le dividende. Ça faisait 25 ans qu'ils augmentaient le dividende à chaque année. Alors, j'ai décidé de faire ça parce que je me suis dit, écoute, c'est une compagnie, elle pourrait peut-être couper le dividende. Puis c'est une compagnie que je me dis, OK, maintenant, elle n'est pas aussi puissante qu'elle était il y a 10 ans. Mais si elle garde le dividende, ça va vraiment me motiver. Ça va vraiment. Parce qu'une compagnie qui refuse de couper le dividende est en train de protéger les actionnaires. En 2020, quand le prix du pétrole était négatif, ExxonMobil a refusé de couper le dividende. Toutes les compagnies éoliennes ont coupé le dividende, mais pas Exxon. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, écoute, ils sont plus intelligents que moi. Je vais acheter des titres de pétrole maintenant que personne ne veut l'acheter. Et c'est pour ça qu'à chaque session, je suis en train de parler du pétrole. Quasiment 90 de mon portefeuille en 2023, lors de l'enregistrement, est investi dans le pétrole. Mais c'est à cause de ça. Et je me suis dit, si Intel refuse de couper le dividende, mais le prix de l'action était relativement bas. Et c'était une des questions des examens. Est-ce que le prix est élevé? Est-ce que le prix est bas? Par contre, 3 semaines après que j'ai donné l'examen, Intel a coupé le dividende, puis je l'ai enlevé de mon watchlist. Tu fais ça, tu t'en fiches des actionnaires. Tu m'intéresses plus. Alors, un petit à côté sur Intel. Donc, je disais que le prix d'une action au 25 décembre 2021 était de 51,50 $. Alors, c'était probablement la date de la dernière publication de ces états financiers. Je disais que les earnings per share, une action ordinaire, faisait un profit de 4,86. Alors, le bénéfice par action ordinaire était de 4,86. Tous les comptes sont en millions. Alors, Intel, c'est une compagnie extrêmement large, là. On est en train de parler d'une des 50 plus grosses compagnies au monde. Même maintenant. Alors, on est en train de parler de centaines de milliards de dollars de valeur marchande. Donc, si jamais vous avez une compagnie comme Target et vous arrivez que le prix de l'action est de 51 $, il y a 4 millions d'actions en circulation, ben, ça voudrait dire que la compagnie elle vaut juste 200 millions. Alors, je suis plus sévère dans la correction quand il y avait cette erreur de logique. Je dis tout le temps, regardez, est-ce que votre chiffre a de l'allure? Est-ce que c'est pas un chiffre qui est absurde? Alors, si je vous disais, alors, généralement, quand on fait les earnings per share, souvent, quand on fait le calcul, on oublie qu'il y a un terme qui est en millions, puis il y a un autre terme que c'est le vrai chiffre. Alors, si vous avez un earnings per share qui est plus petit qu'une scène, ça veut dire que vous n'avez pas pris 2 secondes pour voir si votre chiffre avait de l'allure. Et je suis plus sévère dans la correction quand ça arrive. L'écran. Alors, tu le vois à l'écran. Alors, tu vois le income statement. Alors, c'est ça. Alors, tous les comptes sont en millions. Alors, 19 000. Écoute, je vais l'enregistrer. Je vais l'enregistrer. Oups. Voilà, voyons. Pourquoi je n'arrive pas? OK, alors, je vais enregistrer cette réponse. OK, alors, en 3, 2, 1, 1. OK, donc, pour calculer la première question, on a le earnings per share. Le earnings per share, c'est le bénéfice net de la compagnie divisé par le nombre d'actions. Et je dis que le earnings per share est de 4,86. Pour ceci, on rentre dans les états financiers. Alors, on a besoin du bénéfice net de la compagnie. Alors, la compagnie, elle a fait un bénéfice net de 19 868 $. C'est-tu logique? Non, probablement que c'est 19 868, mais encore une fois, une compagnie comme Intel, elle n'a pas fait 79 millions en vente, elle a fait 79 milliards en vente. C'est une énorme compagnie. Donc, elle a fait des profits de 19
milliards de dollars. Alors, 19,868 milliards de dollars, c'était les profits de la compagnie. Donc, on prend le bénéfice net de la compagnie divisé par le nombre d'actions en circulation. Ça va nous donner notre earnings per share, notre bénéfice par action qui est de 4,86. Et donc, en conséquence, ça veut dire qu'il y a 4 milliards d'actions en circulation. Donc, le nombre d'actions en circulation, 4 milliards. Et on dit que le prix de l'action est de 51,50 $ au 25 décembre 2021. Ça veut dire que la valeur marchande des actions, c'est 210 milliards de dollars. Il y a 4 milliards d'actions à 51 $. La valeur marchande des actions, c'est 210 milliards de dollars. Une petite note là-dessus, ça c'est la valeur marchande. La valeur comptable, c'est qu'est-ce que vous avez dans le bilan. Quand vous regardez la valeur des bénéfices non la valeur des fonds propres s'il n'y a pas d'action ordinaire. Donc, la valeur au livre ou la valeur comptable, la book value qu'on dit en anglais, c'est 97 milliards de dollars. La valeur marchande, la market value, 210 milliards de dollars. Question B, calculer le cours bénéfice. Dans quasiment tous les examens, je vous demande de calculer le cours bénéfice. Alors, c'est le prix de l'action divisé par les earnings per share. Alors, 10,6. Maintenant, deux petites notes là-dessus. C'est que si jamais vous calculez un price to earnings, puis vous avez un chiffre qui est ridiculement élevé ou ridiculement bas, c'est pour ça que je vous dis, le earnings per share, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que je vous donne le nombre d'actions. Ici, c'était exceptionnel, je vous demandais de calculer le nombre d'actions. Je voulais être différent. Mais souvent, je vous donne le nombre d'actions en circulation et je vous donne le chiffre réel. Comme quand on a fait Target, je vous donne le nombre d'actions en circulation. Mais tous les comptes de Target étaient en milliers. Donc, si tu calcules le earnings per share avec le bénéfice par action, avec le bénéfice net et tu oublies de multiplier 1 million, ça voudrait dire que ton earnings per share, tu prends un chiffre qui n'est pas multiplié par 1 million, divisé par le nombre d'actions, tu vas avoir la bonne réponse, mais divisé par 1 million. Donc, si tu as un earnings per share, si une action a fait des profits de 0,000005 cents, c'est pour ça que je dis tout le temps, regardez si votre chiffre a de l'allure. Malgré que je dis ça à chaque session, il va y avoir tout le temps au moins un étudiant qui va faire cette erreur-là. Et si ton earnings per share il est vraiment bas, tu vas avoir un price to earnings qui va être multiplié par 1 million. Alors, si tu as un price to earnings de 10 millions, écoute, c'est un chiffre qui est carrément absurde. Là, je vais être vraiment sévère dans la correction. Vous seriez surpris le nombre de fois que j'ai des réponses comme ça. Alors, le cours-bénéfice peut être bas si les actionnaires s'attendent à une décroissance des rendements futurs. Donnez un compte ou un ratio de Intel qui justifie cet argument. Alors, un cours-bénéfice en dessous de 14 peut avoir deux choses. Soit que le titre est sous-évalué ou bedon, les actionnaires s'attendent à des rendements futurs inférieurs. Donc, un bon exemple d'une compagnie en 2023 qui a un cours-bénéfice qui est bas parce qu'on ne s'attend pas à des profits futurs, c'est Ford. Alors, lui, des pertes l'année passée, elle vient juste de renégocier à la hausse les salaires de ses employés. On n'est pas confiant pour le futur. Alors, pour Ford. Par contre, une compagnie peut être sous-évaluée. J'ai déjà parlé de British American Tobacco, c'est une compagnie de tabac. Elle a payé tous ses lawsuits, s'est fait poursuivre en cours. Elle les a toutes payées. Puis maintenant, ben, c'est une compagnie qui n'a pas de croissance. Mais par contre, je veux dire, elle a quand même des profits. Un autre exemple, c'était Target qu'on avait fait en place. Le cours-bénéfice était en dessous de 14. Puis si on regarde 10 ans plus tard, on pouvait voir que le prix de l'action est allé jusqu'à 250 avant de se retrancher un peu. Alors, un cours-bénéfice en dessous de 14 peut dire que le titre est sous-évalué, c'est une aubaine, ou ben donc, le marché suppose que les profits ne vont pas être là. Un autre exemple de ça, c'est Bombardier. Est-ce que les profits vont être là? Alors, un cours-bénéfice en haut de 14. Encore là, ça pourrait être un titre qui est surévalué. En ce moment, Target a un cours-bénéfice de 20. Je trouve qu'il est surévalué. Par contre, une compagnie comme Lululemon Athletica, c'est une compagnie qui est en pleine croissance. Elle a un cours-bénéfice de, je pense, 30 ou même 40. C'est parce que les actionnaires s'attendent à une ouverture, une grande croissance, beaucoup d'ouvertures de boutiques de vêtements de yoga. Et on s'attend que dans le futur, les profits vont être là. Alors, ils achètent aujourd'hui l'action avant que les profits arrivent. Alors, c'est pour ça que le cours-bénéfice est élevé. Alors,
qu'est-ce qui justifierait un rendement bas? Si on s'attend à une décroissance des rendements futurs. Alors, Intel, c'est ça, c'est justement c'est NVIDIA qui est le gros champion en ce moment. Alors, s'il y avait un titre, quelque chose qui montrerait que la profitabilité ne serait pas là l'année prochaine, n'importe quel ratio qui le justifie, mais le ratio qui est le plus important, c'est que si les profits ont baissé d'une année à l'autre. Alors, une compagnie qui est en croissance de 2020 à 2021, une compagnie qui est en croissance devrait voir son bénéfice net augmenter. Alors, ça, c'est inquiétant quand ton bénéfice net, il baisse. Et je pense qu'il y a encore entre 2022 et 2023, je pense que ça a continué de baisser. Vous pouvez le vérifier sur Yahoo Finance si vous voulez. Alors, justement, c'est lui qui est requis. Par contre, si vous me donnez des points qui sont connexes à n'importe quoi sur la profitabilité, j'aurais donné des points, des points partiels. Alors, n'importe quoi qui est connexe, mais je veux dire, EBIT, EBITDA, le taux de croissance qui est vraiment bas, le rendement des fonds propres qui est ou le rendement des fonds propres des actionnaires ordinaires, des charges de restructuration, je pouvais donner des points partiels. Alors, c'est ça. Intel, en ce moment, est en train de rénover ses usines, d'investir dans des nouvelles technologies. Alors, il y a des charges de restructuration qu'on trouve dans les états financiers. C'est connexe justement parce que tu as NVIDIA qui a surpassé Intel. Alors, je me souviens des années 90, j'étais adolescent, puis c'était le Pentium 386 qui était révolutionnaire. Ensuite, le 486, le 586 était sorti. Tout jouait sur Pentium. Tous les ordinateurs étaient sur Pentium. Puis maintenant, j'ai l'impression que les étudiants ne connaissent même pas la compagnie Intel. Puis le mot Pentium, ça n'a pas la puissance qu'elle avait dans les années 90. Il y avait un petit jingle, tum, tum, tum. Tout le monde connaissait ce jingle-là parce que tous les ordinateurs avaient un processeur Pentium. OK. Alors, calculer le taux de distribution des dividendes de l'année la plus récente. Alors, tu prends le bénéfice net, tu regardes quel est le pourcentage qui a été versé sous forme de dividendes, qui était de 28,41 %. Alors, on paye 28 des profits sous forme de dividendes. Selon la réponse en A, calculer le dividende par action ordinaire versé pour l'année la plus récente. Alors, on calcule les dividendes qui ont été versés. Alors, on va dans l'état des résultats, le income statement. On regarde les dividendes qui ont été versés. Le dividende qui a été versé au common share, c'est 5 milliards, 5 milliards, 5,6 milliards a été versé sur des profits de 19,86 milliards. On avait calculé dans la question A quel était le nombre d'actions. Alors, on prend ce chiffre divisé par le nombre d'actions, 4 milliards, et ça nous donne le dividende pour l'année la plus récente. Question F. J'étais très fier de la question F. C'est ça. Selon D et E, quel est le rendement attendu pour la prochaine année? Quel est le dividende attendu pour la prochaine année? Alors, utilisez un ratio qui a été vu en classe. Alors, je vous donne, on a le dividende de l'année passée et on a le taux de rétention. Le taux de rétention, il sert à calculer le taux de croissance soutenable, alors le G. Alors, le dividende de l'année prochaine, ça va être le dividende précédent avec une période de croissance. Donc, il faut calculer le taux de croissance soutenable. Qui était de 20,33 le taux de croissance soutenable qui était de 14,56 %. Ça voudrait dire que tous les dividendes devraient augmenter de 14,56 %. Alors, le dividende de l'année passée avec une période de croissance nous donnerait un dividende l'année prochaine de 1,58. J'étais surpris avec le nombre d'étudiants, même avec l'indice, qui n'ont pas trouvé cette réponse-là. C'était des points c'était pas si difficile. Alors, question numéro 2, c'est toujours sur Intel. Maintenant, je vous demande de calculer le coefficient de levier financier de Intel pour l'année la plus récente. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que si on fait juste plugger les chiffres, on prend la formule, on fait juste plugger les chiffres, on a 1,025, il n'y a rien qui ressort là-dedans. Mais par contre, l'affaire, c'est que pour trouver, alors ici, qu'est-ce qu'on a au dénominateur? C'est le bénéfice net qui est applicable à tous les actionnaires ordinaires. Et le bénéfice net applicable à tous les actionnaires ordinaires, c'est EBIT moins la charge d'intérêt, mais il y a une ligne ici, moins la charge d'intérêt qui nous donne le bénéfice imposable, fois 1 moins le taux de taxe, nous donne le bénéfice net. Et normalement, on soustrait le dividende privilégié. Il n'y en a pas dans ce cas-ci. Alors, qu'est-ce qui était très important, et j'étais vraiment déçu qu'à l'examen, je pense que peut-être
20% des étudiants ont remarqué cette ligne-là. J'ai la moitié des étudiants qui ont tout simplement plugué les chiffres. C'est pour ça que je l'ai mis dans le solutionnaire. C'est que Intel, la façon qu'elle publie ses états financiers, qu'est-ce qu'elle paye sur ses intérêts et qu'est-ce qu'elle reçoit sur ses intérêts de placement, elle les met en contrepartie. C'est comme ça qu'elle publie ses états financiers. Donc, les intérêts de Intel sont négatifs. Et c'est ça qui était important. C'est absolument requis d'avoir remarqué cette ligne qui était ici. Donc, EBIT, moins la charge d'intérêt. Mais si tu as des intérêts positifs qui rentrent dans la compagnie, alors, une autre chose, c'est que ton earnings before tax est plus grand que ton EBIT. Alors, EBIT, normalement, tu soustrais quelque chose, mais ton earnings, ton bénéfice imposable est plus grand que ton EBIT. Pourquoi? Parce qu'il y avait des placements chez Intel, puis on les comptabilisait comme une charge d'intérêt en inverse. Et donc, c'est cette ligne-là qui était importante à voir. Donc, pour le faire, on devait calculer au dénominateur le bénéfice net. Et au dénominateur, on prenait le bénéfice net. On ne pouvait pas tout simplement plugger les chiffres. Alors, on prenait le bénéfice net et remarquez que le bénéfice net est plus grand que le bénéfice avant intérêt et impôt. Alors, il fallait le remarquer. Et en le faisant de cette façon-là, tu as un coefficient de levier financier qui est plus petit que 1. Alors, un coefficient de levier financier, un coefficient de levier opérationnel qui est égal à 1, ça veut dire que tu n'as aucune charge d'intérêt. Dans ce cas-ci, c'est exceptionnel. Mais généralement, tu as une charge, tu payes des intérêts. Alors, un coefficient de 1, aucun intérêt. Un CLO de 1, ça voudrait dire aucune charge fixe opérationnelle. Coefficient de levier financier de 1, aucune charge d'intérêt, aucun dividende privilégié. Par contre, un ratio qui est plus petit que 1, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche dans la profitabilité, et un coefficient qui est très grand, comme 4, 5, 6, ça veut dire que tu as des charges importantes d'intérêt. Alors, un coefficient de levier opérationnel ou financier qui est inférieur à 1, ça veut dire que la compagnie n'est pas actuellement profitable. Alors, question A. Je vais tout le temps vous demander de calculer un ratio. Mais il y a une raison pourquoi je vous demande de calculer le ratio. Il y a quelque chose qui est bâtard. Alors, le ratio ici était plus petit que 1. Il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Il fallait fouiller un peu plus en profondeur. Puis il y avait cette ligne-là qui était juste weird. Alors, peut-être qu'il aurait pu le mettre en négatif. Moi, j'ai tout simplement pris les états financiers. Je fais quelques ajustements. Des fois, je vais prendre 4 comptes, je vais les mettre ensemble. Mais cette ligne-là, je ne l'avais pas touchée de leurs états financiers. Et alors, si tu prends cette ligne et tu soustrais les intérêts, tu devras avoir le bénéfice imposable. Mais par contre, ça grimpe. Et c'est ça que j'avais remarqué parce qu'il y avait quelque chose qui ne clochait pas. Et il fallait juste passer 2 secondes de plus pour regarder qu'est-ce qui ne clochait pas. Alors, j'ai vu qu'ils ont fait ça. Ça devient une question d'examen. Alors, justement, il y avait la ligne, le but de la question A, c'était de pouvoir cette ligne-là qu'on a vue dans aucun autre état financier. Alors, chaque compagnie, elle est différente. Chaque compagnie, elle est différente. Donc, je veux dire, il va y avoir quelque chose qui sort. Un bon jour, je vais faire un examen qui est tellement plate parce qu'il n'y a rien qui ressort. Alors, probablement, je vais mettre moins de questions. Mais quand il y a quelque chose qui ressort, ça devient une question d'examen. Couverture des intérêts. Alors, puis par la suite, à la question B, je vous demande de donner un argument qui dit que le ratio de couverture des intérêts ne serait pas une mesure de solvabilité de Intel. Alors, quand tu regardes A déjà, par B, je vous pousse vers la réponse. Et si on fait juste plugger les chiffres, on prend la ligne EBIT et on divise par intérêt, il n'y a rien qui est là. Par contre, il y avait cette ligne ici. Ça, c'est des intérêts qui sont reçus par la compagnie. Et 482 millions, c'est les intérêts qui sont payés par la compagnie. Elle reçoit 2 milliards, 2,8 milliards en intérêts. Elle paye quasiment un demi-milliard en intérêts. C'est qu'elle n'a pas de dette, en d'autres mots. Intel, la plupart des compagnies high-tech ont très peu de dettes. Nvidia, Intel, AMC, Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Google, Microsoft, BlackBerry. Ces compagnies-là ont très peu de dettes. Alors, le but de l'exercice, c'était de remarquer, encore une fois, cette ligne bâtarde, intérêt de placement. Et ici, ce n'est pas vraiment un bon ratio. Si on remarque cette ligne, ce n'est pas un bon ratio parce que la compagnie, elle n'a pas de dette. Alors, tu peux calculer le ratio directement en pluguant un chiffre, mais si tu as manqué cette ligne, tu ne remarques pas que la compagnie elle a plus de placement qu'elle a de dette nette. Et elle a peut-être, on pourrait tout le temps regarder dans les états financiers.
Elle a probablement des placements. Alors, si tu regardes le balance sheet dans les actifs, elle a probablement, c'est quoi la dette? On regarde dans les passifs. Alors, elle a 31 milliards de dettes à long terme. Elle n'a pas de dette à court terme. Ah ouais, elle a de la dette à court terme. Elle a environ 35 milliards de dettes, mais elle doit avoir beaucoup plus de placements. Où est-ce qu'elle reçoit? Elle doit avoir des placements quelque part, des investissements qu'elle reçoit, ou peut-être c'est des revenus d'intangibles. Alors, c'est vrai, si elle a des intangibles, c'est ça. Si elle a des intangibles dans les états financiers, puis elle a des gains là-dessus, comme des royalties, des ristournes, des frais de licence. Ben ce serait pas dans les états financiers. Alors, le goodwill puis les intangibles, c'est le goodwill puis les intangibles qui sont achetés. OK. La façon que Intel présente ses états financiers, ça a l'air que Intel n'a pas de dette. OK. Question C. Donnez une raison générale pourquoi le taux effectif d'imposition est plus pertinent que le taux corporatif. Alors, le taux corporatif, ça fonctionne bien pour une entreprise individuelle. Pourquoi? C'est plus ou moins le taux d'imposition du propriétaire. Mais une corporation, elle a beaucoup de crédits d'impôt. Et je vous ai souvent mentionné comme des compagnies comme Google, à son bureau, c'est une compagnie qui est à Silicon Valley, mais son bureau chef est à Delaware. Delaware n'a pas de taxes euh, au niveau de l'État. Puis son bureau mondial, il est en Irlande, puis en Irlande, on charge, je pense, du 12 %. Alors, le taux effectif, c'est qu'est-ce que la compagnie paye réellement. Aux États-Unis, le taux d'imposition au niveau corporatif était d'environ 33 %. Ils l'ont baissé récemment à 21 %. Au Canada, je pense que c'est 28 %. C'est une grosse compagnie. Je ne suis pas certain de mes chiffres, mais par contre, c'est pas qu'est-ce qu'une compagnie va payer parce que tu as tellement de crédits d'impôt, tu as des charges de dépréciation, je veux dire, tu as des subventions. Donc, tu vas regarder qu'est-ce que la compagnie c'est quoi son bénéfice imposable, puis c'est quoi le pourcentage qu'elle paye de ce bénéfice imposable en impôt. Dans le cas de Target, on avait vu que le taux d'imposition dans les années de 2012 c'était d'environ 30 %. Et on a vu dans l'examen le plus récent de Target en 2022 que le taux d'imposition est d'environ du 17, 18, 19 %. Pourquoi ils ont coupé les taxes? Alors, c'était une question d'examen pour l'examen de Target. Alors, le taux effectif représente réellement une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de compagnies qui sont internationales, ils vont recevoir des cash flows de d'autres compagnies, d'autres pays. Alors, il y a des gains et des pertes sur le taux de change. Alors, si tu vends dans des pays où est-ce que leur monnaie est un peu faible, quand tu reçois l'argent à la fin de l'année, ça vaudrait peut-être un peu moins. Pourquoi? À cause de l'inflation dans le pays. Donc, il y a plusieurs raisons. Alors, c'est une raison le long de ces lignes-là et tu avais tes 2 points. Tu n'avais pas besoin d'avoir toutes les raisons, mais bien sûr, si c'est juste, des fois, il y a des questions comme la question D où est-ce que tu as des choses qui sont requises et des fois, il y a des points partiels. Alors, donner un ratio au compte qui justifie le taux d'imposition bas de Intel. Alors, quand tu regardes dans le income statement, elle a placé dans le income statement des coûts de restructuration. Et quand tu as des coûts de restructuration, tu as des charges de dépréciation. En anglais, on appelle ça des impairments. Alors, tu as beaucoup de tes actifs, tu as tout simplement dire que la valeur au livre, elle vaut bien moins. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que la valeur au livre de tes actifs vont baisser, mais c'est une charge non-cash. C'est tout simplement un crédit d'impôt. L'exemple que je vous ai donné en classe, c'était Tim Hortons qui a été acheté par Wendy's pour 2 milliards et le goodwill était évalué à 1 milliard de dollars. Et 5 ans plus tard, ils ont réalisé que le goodwill valait juste 500 millions. Donc, ils ont déclaré une dépréciation, un affaiblissement de ces actifs de 500 millions pour réduire la valeur des actifs et c'est comme 500 millions de bénéfices imposables de moins. Donc, ils n'ont pas payé 500 millions, mais ils ont un crédit d'impôt sur le 500 millions. Alors, si tu payes 20 % en taxes, 500 millions, c'est tu économises 100 millions en taxes. Donc, n'importe quoi qui explique ça. Alors, dans le cas de Intel, il y avait une ligne dans le income statement il y avait une ligne dans le income dans l'état des résultats qui disait charge de restructuration. Alors, tu avais des charges de restructuration. On ne voyait pas ça normalement dans nos cours. Une autre chose, c'est que tu as la ligne Research and Development aussi. Alors, ça, c'est une autre place où est-ce que tu as beaucoup de crédits d'impôt. Alors, c'est Intel, elle investit des milliards de dollars dans des microprocesseurs. C'est la même chose pour si jamais je fais un examen sur Pfizer, probablement qu'ils vont avoir des charges de, des charges de R&D.
OK, alors, question 3. Le taux sans risque est de 3, alors ça va être des options. Taux sans risque est de 3,5 %. Au 1er mars 2022, une action de Carnival est de 20,53. Juste pour vous dire, durant la pandémie, j'ai acheté Carnival à 13 $. Elle est montée jusqu'à 30 $. À l'examen, elle valait 20 et 53. Elle a chuté jusqu'à 6 $. Et aujourd'hui, je pense qu'elle est à 13 à la fin, au début du mois de décembre 2023. Donc, à l'époque, elle était de 20,53. À cette date, un call avec un strike de 20 $ et une durée de 10 mois coûtait 4,5. Et une action à cette date avec un strike de 25 $ d'une durée de 10 mois coûtait 2,21. Donc, un call te permet, mais ne te donne pas l'obligation d'acheter Carnival. Alors, le premier call te donne le droit, dans 10 mois, d'acheter Carnival pour 20 $. Elle vaut 20,53 aujourd'hui, et dans 10 mois, tu peux l'acheter pour 20 $. Ce call coûte 4,5. J'ai un deuxième call qui me permet d'acheter Carnival à 25 $ dans 10 mois, et ce call m'a coûté 2,21. Donc, au 1er décembre 2022, donc c'est quoi, 9 mois plus tard, une action de Carnival coûte 10 $. Alors, ça, c'est des vraies données. Alors, c'est des calls que j'avais dans mon portefeuille à l'époque, 1000 calls chacun. Alors, j'ai comme 6000 $ de calls qui ont été perdus ici. Alors, c'était un échec pour cette session-là. Mais c'était des calls que j'avais gardés pendant 1 an et demi. Alors, ce n'était pas des calls juste pour cette session-là. Alors, une action coûte 10 $ 9 mois plus tard. Alors, il reste un mois au call. Quel est l'intervalle des prix que peut avoir le call à 20 $ au 1er décembre 2022? Donc, au 1er décembre 2022, alors au 1er mars 2022, au 1er mars, un call à 20 coûtait 4,5. De ce 20 $ à 20 $, ça voudrait dire que la valeur intrinsèque de l'action, du call était de 53 sous. Et le reste, 3,52 $, c'était la valeur temporelle. Pour le call à 25, la valeur intrinsèque, elle était nulle. Je ne vais pas acheter pour 25 quelque chose qui vaut 20,53. Ce qui veut dire que le 2,21, c'était juste de la valeur temporelle. Donc, il reste le prix de l'action, elle a baissé. Donc, la valeur intrinsèque du premier call est allée jusqu'à 0. J'ai perdu 53 cents de valeur intrinsèque sur lui et j'ai perdu 0 de valeur intrinsèque parce qu'elle était déjà à 0. Par contre, l'option, elle avait une durée de 10 mois. Maintenant, elle a juste une durée de 1 mois. Donc, c'est certain que la valeur temporelle ne peut pas être plus grande qu'elle l'était au 1er mars. Donc, si le prix de l'action baisse, la valeur du call baisse et le prix du put, puis il y en a un, il augmente. La valeur intrinsèque pour le call à 20 $ était de 53 cents. Pour le call à 20 $ était de 53 cents, qui voudrait dire que la valeur temporelle, c'était 4,5 moins 53 cents, 3,52. Donc, 9 mois plus tard, l'action est à 10 $. La valeur intrinsèque, elle est nulle. Alors, la valeur intrinsèque, elle est nulle. Et la valeur temporelle ne peut pas être plus grande que 3,52. En réalité, la valeur du call était environ 25 cents. OK, alors l'action était à 10 $. Il faudrait que l'action grimpe en haut de 20 $. Il faudrait que l'action double à l'intérieur d'un mois. Alors, le call se transigeait à 25 cents. Par contre, on n'avait pas ces informations-là. Le prix du call ne peut pas être plus petit que 0. La valeur intrinsèque de 53 cents est évaporée, mais la valeur temporelle ne peut pas être plus grande que 3,52. Alors, l'intervalle possible, c'était entre 0 et 3,52. Ah ouais, c'est ça. À cette date, le prix du call était réellement à 2 cents. Mais théoriquement, avec les données que vous avez, le prix du call peut être entre 0 et 3,52. Alors, une petite note à propos des calls. Si vous regardez l'intra de hiver 2022, on revient encore avec ces mêmes calls sur Carnival, mais il y avait des calls à 22,50 et des calls à 27,50. Donc, un call à 20 coûte 4,5. Ça te permet d'acheter à 20 $. Un call à 25 coûte 2,21. Donc, si je vous demandais au 1er mars, quel est l'intervalle des prix que peut avoir un call à 22,50, mais la valeur pour un call entre 20 et 25 devrait nécessairement être entre 2,21 et 4,5.
Et si je vous demande quel est l'intervalle des prix que peut avoir un call à 27,50 ou un call à 30, mais vu que le call à 25, il vaut plus que le call à 30, c'est sûr que le call à 30 ne peut pas avoir une valeur qui est plus grande que 2,21. Donc, il y a plusieurs petites composantes qu'on doit regarder pour regarder l'intervalle des prix. Mais normalement, la valeur d'un call ou la valeur d'un put est égale à sa valeur intrinsèque plus sa valeur temporelle. Plus que le prix de l'action grimpe, plus que la valeur intrinsèque d'un call augmente, plus qu'elle descend pour un put. L'inverse est vrai. Si le prix d'une action chute, la valeur intrinsèque du put augmente et la valeur intrinsèque du call baisse. Par contre, une option d'une grande durée va avoir une grande valeur temporelle. Et plus que la durée, plus qu'on s'approche de l'échéance, plus que la valeur temporelle va être réduite. Alors ici, dans cet exemple, je vous dis que l'intervalle possible des prix est entre 0 et 3,52. Mais en réalité, était de 2 cents. Pourquoi? L'action était à 10$, il restait un mois pour qu'elle grimpe en haut de 20$. Il n'y avait pas beaucoup de chance de ça. Et donc, le marché disait que ça valait juste 2. Écoute, à 3,52, j'aurais été vendeur de cette option. Mais non, le marché disait qu'il valait juste 2 cents. Au 1er décembre 2022, un call à 10 d'une durée de 1 an coûte 3,5. Calculez le prix sans arbitrage d'un put à 10 d'une durée de 1 an. Si le prix du marché du put à 10 d'une durée de 1 an coûte 1,25, comment pouvez-vous effectuer une stratégie d'arbitrage? Quel est le profit d'arbitrage? C'est certain qu'à tous les examens, cette question revient. On calcule le prix sans arbitrage. Un put protectif est égal à un call fiduciaire. Acheter un put et acheter une action est équivalent à acheter un call et acheter une obligation. Donc, le prix du put, c'est ce qui nous intéresse. L'action coûte 10 $. Le call coûte 3,5. Et ici, on veut une obligation qui a une valeur nominale de 10 $. Aucune obligation a une valeur nominale de 10 $, mais si je répète cette transaction 100 fois, sans put, sans action, sans call et sans obligation à 10 $, ça voudrait dire 1000 $ de valeur nominale ou une obligation d'une valeur nominale de 1000 $. Mais ici, pour simplicité, on regarde une obligation avec aucun coupon. On regarde la valeur actuelle d'une obligation d'une valeur nominale de 10, on l'escompte. Et ça nous dit que le prix du put devrait être égal de 2,71 $. Si le prix du marché est de 1,25, il y a un profit d'arbitrage de 1,46, la différence entre les deux à être faite. Alors, on est capable de créer synthétiquement un put pour 2,71 $. Alors, on peut créer synthétiquement un put pour 2,71. Il y en a un réel qui coûte 1,25. Donc, on vend le plus cher, on achète le moins cher. Donc, on va acheter celui qui coûte 1,25 et on va vendre celui qui coûte 2,71 et c'est comme ça qu'on fait notre 1,46. Alors, pour avoir les 4 points, alors, le profit d'arbitrage, c'est 1 point, mais pour avoir les 4 points qui sont ici, il faut acheter et vendre 4 titres. Alors, il faut dire, est-ce qu'on est acheteur ou vendeur de chacun des 4 titres et quel est le montant qui est reçu. Donc, on va acheter le put réel pour 1,25, donc on paye 1,25. On va vendre le call à 3,5, donc on reçoit 3,5, on est short le call, et on vend l'obligation pour sa valeur actuelle de sa valeur nominale, donc 9,66, et on achète l'action pour 10 $. Et donc, on reçoit 1,46. Maintenant, dans plusieurs de mes examens, mais pas celui-ci, je vais vous dire qu'à échéance, le prix de l'action est à un certain prix. Et je vous dis quels sont les cash flows. Quoi qu'arrive, autant t est égal à 0, on reçoit 1,46 net dans nos poches. Quoi qu'arrive, à partir de ce moment-là, la valeur des cash flows nets, quoi qu'arrive au prix de l'action, va être de 0. Donc, souvent, je pose dans une question, si le prix de l'action à échéance est de 20 $, que sont les cash flows? Alors, tu as acheté un put, quelle est la valeur du put si une action est à 20 $? Alors, le strike est de 10, le put, il vaut 0. Alors, le call qu'on a vendu, ben, il va valoir 10 $. L'obligation va valoir 10 $. On va être obligé de racheter l'obligation. Alors, on doit payer 20 $ ici, mais on a acheté l'action qui vaut elle aussi 20 $. Donc, les cash flows nets à échéance seraient de 0. Donc, c'est une question que dans les examens les plus récents, j'ai ajoutée.
Je ne me souviens pas dans le prochain examen si je l'ai mis, mais c'est une question qui revient souvent. Une autre question qui revient souvent, c'est que si jamais je vous dis que la valeur nominale de toute obligation est de 1000 $, il faut savoir qu'ici, on a utilisé 10 $. Donc, si on achète 100 puts, on short 100 calls, on long sans action. Et normalement, on pourrait shorter sans obligation à 10 $, qui serait, on short 1000 $ de valeur nominale, mais ce serait équivalent à shorter une obligation d'une valeur nominale de 1000 $.